La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD presque hebdomadaire qui va sonner les cloches de Noël. Coucou les gens et bienvenue au One A Club. Cette émission sera mise en ligne le 25 décembre. On espère que vous aurez eu plein de BD qu'on aura sélectionnées auparavant sous votre sapin. Et puis pour ceux qui nous écoutent en live, on espère que vous aurez eu le temps de choisir plein de BD pour mettre sous votre sapin. Aujourd'hui au programme, je vais d'abord accueillir Thio qui va nous parler de mon cher Thio. Bela Lugosi. C'est sombre, c'est dark, c'est Ouais. terrible. On enchaînera avec moi-même qui vous parlerai de Karma de Porte-Poisse. Puis, ce sera Tizak. Tu vas nous parler de... Les fils de Pan. Ah, c'est les, tiens, j'avais noté. Non, le le c'est fils. Ah, voilà, non, j'ai eu un Le doute. seul, ça suffit, c'est déjà Ouais, assez c'est bordel. déjà pas mal. Ce sera le troisième livre. Voilà. Et on finira avec notre cher Guillaume qui a sélectionné quelque chose qui était très attendu, il me semble. Ouais, Oui. il sait plus de quoi il va parler. Non, c'est pas ça. du tout. Non, c'est. Je l'ai dit. C'est un livre avec des pages, rappelle-toi. Ouais. Ah oui. ok. L'ombre des lumières. Ah oui. Oui, non, c'est très bien. Voilà. Voilà, c'était sa chronique. Très bon, tu vas prendre. Très bien, on attend très très tiède. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a mon OBS qui déconne dans tous les sens en ce moment, mais c'est pas grave. On va pouvoir démarrer tout de suite avec notre cher Thio. Tu vas nous parler de Bela Lugosi, scénarisé par Philippe Thiraud, dessiné et colorisé par Marion Mousse, pas beaucoup colorisé non plus, chez Glénat pour 22,50 €. Il a fait des économies sur la couleur, mais la couve, Il avait qu'un Pas pot. sur le noir. Il avait qu'un pot. c'est déjà pas mal. Ce Ah que tu ouais. peux faire acheter avec du noir et blanc, ça marche. Donc, on retrouve Marion Mousse, qu'on a déjà suivi, rencontré. Je t'en prie. Je vais attendre que le... Que j'arrête de mourir. C'est ça, il y a le côté de moi là. Donc on va avoir l'histoire de Bela Lugosi. On va arriver directement sur sa fin de carrière et le fait qu'il vit donc tout seul à Los Angeles. Il a plus une thune, il est au bout de sa vie, il est sous antidouleur parce que il a plusieurs années une hernie discale et que il souffre quoi. Et on rencontre finalement un personnage qui est pas très très agréable. Et on va faire une sorte de petit flashback, revenir à la jeunesse de Bela Lugosi, et de son vrai nom, donc Bela Blasco. Et qu'est-ce qui l'a amené finalement à Hollywood. Et tout ce chemin, en fait, ça va être d'abord la Première Guerre mondiale, la pauvreté, puis finalement le théâtre en Hongrie, l'arrivée du communisme qui va le pousser à aller en Autriche à Vienne, puis qui va le pousser encore un peu plus vers Berlin. Et finalement, on va encore... C'est Berlin qui le pousse. C'est Berlin qui le pousse, du coup, il va se retrouver aux États-Unis. Et vraiment, le début de sa carrière, voilà, ça va être de monter sur les planches à Broadway pour devenir Dracula. Et toute la suite, on va dire, qui fait que tous ses choix de carrière et ses choix de vie qui l'ont finalement qui l'ont mené finalement à n'être que Dracula, alors qu'il aurait pu être Frankenstein. Et qu'il aurait pu aussi peut-être faire autre chose, mais voilà. On est sur une sorte de biopic qui va nous... Enfin, pas sur une sorte, sur une biographie, on va dire, de Bela Lugosi, qui nous permet de redécouvrir ce personnage qu'on a tous vu, on va dire, dans Dracula. Si on n'a pas vu au cinéma, si on l'a tous vu au moins en photo, à un moment donné de notre vie. Le personnage en lui-même n'est pas attachant, parce que je pense qu'il est dépeint avec beaucoup de... de véracité, peut-être sans doute, et c'est trop cru, quoi. Y a pas, je pense que vraiment, ils n'ont pas essayé de l'embellir, ils l'ont montré tel qu'il est, et finalement, c'était peut-être pas une très très belle personne, mais dans l'inconscient collectif, ça restera toujours le personnage du comte Dracula. Moi, mon ressenti avec ce nouveau bouquin de Marion Mousse et de Philippe, je crois, Thiraud.
Pardon, voilà, j'avais plus le nom en tête. C'est qu'on se retrouve avec un petit peu ce qu'il avait fait, le travail de Marion Mousse sur Louise et les loups, au niveau graphique. Bien que là, sur ce coup-là, on a quand même un livre qui est un Sur peu... Louise Brooks. Oui, Louise Brooks. Mais du coup, on avait un livre qui est déjà un peu plus grand au niveau du format. C'est noir et blanc, c'est vachement maîtrisé, je trouve que c'est très chouette. Ça crée de suite une bonne ambiance, on va dire, pour ce personnage. La couverture du bouquin de Glénat est très, très particulière au toucher. Moi, j'ai hésité entre le... C'est doux et en même temps, ça me fait penser un peu du slime, tu vois. Le toucher est pas De plus en agréable. plus des comme ça. Ça, je sais pas, ça faisait bien pour un vampire, quoi. Ça a un nom, mais je m'en souviens pas. Ah ouais, il y a une sorte de vernis un peu bizarre. Il y en Un a peu de plus en velours. plus des comme ça. Écoutez-moi, une bonne biographie d'un Mario Mousse que j'aime beaucoup au niveau du dessin. Le scénario, je trouve ça fait suit la vie, mais c'est bien écrit parce que les allers-retours entre la fin des années 50-60 et la grande époque de Bela Lugosi, les deux, on va dire, se répondent bien parce qu'on voit bien justement les passages et les choix qu'a fait l'acteur. Une bonne BD. Voilà, je me suis bien régalé. Maintenant, je n'irai vraiment pas jusqu'au coup de cœur. Moi, j'ai trouvé que... Alors, Marion Mousse, on voit qu'il y a une sorte d'adoration pour les vieux personnages, on va dire. Dire que ce soit Louise Brooks ou Bela Lugosi. Bela Lugosi, c'est une image tellement classique du vampire que je pense que pour les générations un peu plus jeunes que les nôtres, c'est Christopher Lee, le vieux vampire. Bela Lugosi, c'est il y a très très longtemps, quoi. Il y a graphiquement, j'adore le style de Marion Mousse. Je trouve qu'il marche très bien sur ces noirs. Ça marche superbement. Au niveau de la structure, on est très très proche de ce qu'il avait fait sur Louise et les loups, même si pour le coup, Louise et les loups, c'est lui qui l'avait écrit. C'est-à-dire, on a vraiment ce côté de personnes qui discutent du passé du personnage pour savoir qui il était réellement. Euh, En revanche, euh, je trouve que c'est presque un bouquin qui demande un peu trop de culture cinématographique pour l'apprécier. Parce qu'il y a beaucoup de références, un peu de name dropping, tu vois, sur des réalisateurs, sur des acteurs de l'époque. Euh, et si t'as pas un petit peu de culture, tu comprends pas trop. Je veux dire, par exemple, il nous amène Ed Wood dedans. Alors ouais, t'as pu voir le film de Tim Burton, peut-être pour te faire une idée, mais sinon, je pense qu'il y a pas grand monde qui connaît Ed Wood en fait. Après, tu vas me dire, si tu t'intéresses à Bela Lugosi, tu dois peut-être connaître quand même. Mais voilà, je trouve que parfois, moi, je voyais de quoi il parlait. J'avais un nom d'auteur qui me disait quelque chose, mais je me disais, merde, c'est qui déjà? Fallait que je recherche, parce que j'ai fait un peu d'histoire du ciné à la fac, mais voilà. Maintenant, ça reste une belle biographie sur le personnage qui justement essaye de s'attacher sur tous ses côtés, et ça marche plutôt pas mal, et ça donne même peut-être envie d'aller chercher ces noms qu'on a entendus pour savoir, mais de qui il parle derrière. Ti. J'ai eu du mal à m'y plonger, pourtant j'avais très envie. Je me demande si c'était pas un SP qu'on avait demandé tous les deux avec Mathieu. Je l'avais demandé aussi. Voilà, c'était un sujet qui m'intéressait fortement. Marion Mousse aussi. Et pour autant, j'ai eu du mal à y rentrer. Donc moi, c'est vraiment la narration qui m'a embêté. La partie dessin, j'ai trouvé ça très cohérent par rapport au sujet. La narration, au démarrage en tout cas, m'a un peu embêté. Après, une fois que la machine est lancée, et qu'on comprend un peu comment est-ce que le scénariste veut nous amener là-dedans, ça va, ça marche bien. Mais j'ai trouvé le démarrage un poil laborieux. Après, c'est effectivement très bien documenté, c'est très bien rempli d'informations historiques et personnelles. Donc en ça, c'est très intéressant. Maintenant, quand on a parlé des guerres de Lucas dans l'émission précédente, par exemple, où on est aussi sur une forme de biopic, j'ai trouvé la narration beaucoup plus intéressante, beaucoup plus fluide, alors que le bouquin est fait 4 fois la taille de celui-là, quoi. Et donc c'est en ça que je trouve là pour le coup que le travail de narration manque peut-être un petit peu de facilité à la lecture et de fluidité. Voilà. Mais sinon c'est extrêmement bien documenté, c'est très bien dessiné, donc c'est une belle tranche de cinéma. Donc, Bela Lugosi de Philippe Thiraud et Marion Mousse chez Glénat pour 22,50 €. Karma de Portepoisse, Rutil au scénario, Frédéric Rémusat au dessin et Alice Simia à la couleur chez Dracou pour 15,90 €. Karma de Portepoisse,
porte bien son nom parce que elle a un peu la guigne, surtout que elle vit dans un monde où l'équilibre des chances est très important. Parce que le karma te rendra toujours ce que tu prends, et que si un jour tu as eu trop de chance, enfin en tout cas elle, ce qui la concerne, c'est qu'il faut qu'elle s'arrange pour pas avoir trop de chance, sinon elle sait qu'il va lui arriver que des merdes derrière, et donc elle essaye d'équilibrer sa vie comme elle peut. Sauf que c'est une sorte de mercenaire guerrière façon PJ de jeu de rôle, à qui on va donner une mission louche et qui va devoir partir faire cette mission pour gagner de la thune. Mais elle fait toujours gaffe à bien choisir ses missions pour éviter d'avoir des emmerdes, à bien choisir les gens qui vont l'accompagner pour éviter d'avoir des emmerdes. Sauf que là, elle se trouve embarquée avec une sorte de bonne sœur qui a un nom hallucinant, j'ai oublié son nom, mais qui était très drôle. Qui elle lui apporte encore plus la guigne. Et ça part dans une grande enquête où bien sûr il y a des histoires de royauté qui ont été perdues et qu'il faut retrouver, de conquête de domaines, etc. Voilà. On est dans ce que j'appellerais de la fantaisie à papa modernisée. C'est-à-dire que on reconnaît tous les codes de la fantaisie à papa, mais avec un ton plus moderne, notamment dans le traitement des personnages féminins, principalement, j'ai envie de dire, et qui marche très bien. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette lourdeur qu'on a un peu souvent. Je veux dire, je pense aux L'Enfeuse de Troie, hein, pour donner l'exemple, où les filles, il y a juste la jolie mignonne dont j'ai envie d'être amoureux et la chaudasse que j'ai envie de me faire. Voilà. Pour autant, la chaudasse en question, elle tire son épingle du jeu derrière. Hein. Oui, je sais, mais ça met du temps au niveau des tomes hein, dans l'Enfeust avant d'arriver. Voilà. Je veux dire, là, on est sur un premier tome, il y a déjà un peu plus de subtilité, je trouve, sur les personnages secondaires. Et puis, il y a un côté drôle, parce que ces histoires de malheur, de guigne, etc., j'ai trouvé que c'était très bien mené, ça va tambour battant, il n'y a pas de pause, il y a de l'action non-stop, il y a un peu des révélations. J'ai passé un excellent moment dans cette histoire parce que c'est un super bon divertissement, une bonne aventure où on s'amuse bien, avec un cas aussi très particulier, c'est que le dessin de Fred Remusa, je le trouve super. C'est super dynamique, il y a une super mise en page. C'est le juste milieu entre le cartoon un peu comics au niveau du trait et l'européen pour le côté un peu plus humoristique, on va dire, de cette tranche-là. Ça marche super bien. Et la couverture, on a l'impression que il était fatigué. Elle est vachement moins bien que le dessin dedans. Moi, j'avais vu la couve, je me disais, ouais, bof, ça a l'air d'être un truc de fantaisie à l'ancienne, un peu chiant, avec des dessins un peu standards, quoi. Et dedans, je trouve que c'est vachement mieux que ce que ça en a l'air à l'extérieur. Et c'est dommage parce que c'est quelque chose de très rare. En général, c'est l'inverse. Voilà. Qu'en avez-vous pensé, tiens, Guillaume? Eh bien, justement, puisqu'on parlait de la couverture, moi, je l'ai pas ouvert, en fait, avant qu'on me dise il faut le lire pour l'émission. Je l'ai pas ouvert, j'ai pas eu envie, à cause de la couverture. Et à cause du fait que je m'y retrouve pas trop dans Dracou, parce que je trouve que ça manque un petit peu de nouveau par moment. Mais, enfin, et encore que pour autant, il y en a quand même quelques-unes que j'aime beaucoup. Du coup, enfin voilà, j'ai très mauvais a priori. J'ai pas eu envie de l'ouvrir jusqu'à ce que je sois obligé. Et On est des monstres. Couteau sur la tempe. c'est ça. Non, mais après, Un couteau sur la tempe, Un couteau sur ça la tempe. pique quand même ça. Hein. en même temps, j'ai pas mis la petite étoile. Hein. Donc voilà, je l'ai ouvert, je l'ai lu et écoute, partant d'un très 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 mauvais a priori, j'ai été très 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 agréablement surpris. Effectivement, ça passe très bien, ça se lit bien, c'est sympa, ça fonctionne bien. L'humour est présent et en même temps, il est pas trop lourd. Et puis voilà, on prend plaisir à voir les personnages se débattre dans leurs vieilles convictions et leurs vieilles, j'ai perdu le mot, superstitions. Enfin, moi, finalement, je les ai trouvés plutôt marrants. Et voilà, la karma de Portepoisse, finalement, elle me fait bien marrer et je la trouve assez attachante dans son genre. Voilà. Ti. Pas même chose. C'est au niveau du scénario où vraiment j'ai trouvé du plaisir. Et effectivement, contre toute attente, parce que j'y suis allé un petit peu à reculons. Là où je suis moins fan, c'est vraiment le dessin. Il y a des éléments du dessin, et notamment des décors, que je trouve très bien. Et puis au niveau du cadrage, c'est très bien, mais au niveau
je sais pas, de l'ancrage ou d'autres choses. Ça me semble moins régulier au niveau du dessin. Enfin, je suis moins, voilà. La partie dessin m'a beaucoup moins emballé. Par contre, la partie scénario, effectivement, voilà, sous des airs de pépère tranquille, bien connu, au final, ça se révèle très très plaisant, donc à lire. Après, on m'a dit c'est une sorte de vintage nouveau, mais moi, il y a quand même quelques scènes, ça m'a quand même beaucoup fait penser à du Monty Python quand même. Oui, il y a un côté Monty Python. C'est un petit peu dans l'absurde, un petit peu voilà l'espèce de. On est dans cet humour-là, oui. L'espèce de tribunal à la fin, à un moment donné. Voilà, c'est burn the witch, burn the witch. Voilà, tu te retrouves là-dedans, quoi. Donc, mais avec le gros méchant. Le gars qui a que de la chance dans sa vie. Voilà, c'est très caricatural, le garçon. C'est très caricatural, mais ça fonctionne bien et clairement oui, la couverture donne pas envie vraiment, mais la BD est très bonne. D'accord là-dessus. Je crois que c'est unanime. C'est quoi? On fait le coup de plomb, le coup de plomb sur la couverture. Le coup de plomb. Là, le coup de plomb, on est tous d'accord, on lui met Coup de plomb sur la couverture. La couverture est pourrie. Il va falloir que je trouve une icône pour faire coup de plomb. Parce que bon, vraiment, la couve, je pense que voilà, si tu veux vraiment desservir une bande dessinée, tu peux mettre ça. Voilà, parce que finalement, ce qui est dedans est très bon, et au niveau du dessin, et c'est mieux que ce qu'il y a à l'extérieur. Pour une fois, la couve ne nous ment pas. Mais dans l'autre sens. Et le scénario était vachement drôle. Donc je me suis bien régalé avec Karma de Portepoisse. Une très bonne surprise chez Dracou. Oui, donc voilà, moi je le mettrais dans les Dragons et Poisons, tu vois. C'était Dragons et Poisons que je cherchais. Dans le même niveau de chez Dracou, qui était une très bonne chose. En fait, il faut qu'il donne plus de scénarios à des filles, je crois, c'est peut-être ça. Donc, Karma de Portepoisse, Ruki au scénario, Frédéric Rémusat au dessin et Alice Simia à la couleur, chez Dracou pour 15,90 €. Et 15,90 €, c'est beaucoup plus cher que ce que vous pourriez nous donner pour nous soutenir sur tipeee.com/La Voix des Bulles, comme le font Matt Desca, Chevaux, Noirloff, Stéphane, Cobal et Boob. On sait, c'est les fêtes, vous avez dépensé tous vos sous pour faire des cadeaux aux gens, etc. Mais quelque part, le temps que vous avez gagné à choisir les BD que vous alliez leur offrir, vous vous en rendez pas compte ? Au taux horaire auquel vous êtes payé quelque part, vous êtes vachement gagnant. Et vous pourriez reverser une petite partie de ce taux horaire à notre podcast, parce que ça nous aiderait grandement pour continuer à vous conseiller et à faire des émissions de mieux en mieux. Parce que nous, au niveau du taux horaire, on n'est pas terrible. C'est ça. Mais bien entendu, vous pouvez aussi parler de nous, ce qui reste la meilleure solution, ou aller sur iTunes, mettre des étoiles. C'est des étoiles toujours sur iTunes, je crois. Ou sur Spotify, on peut mettre des cœurs ou j'en sais rien. Podcast désormais. Ouais, c'est Apple Podcast, ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais dire, ça existe encore, iTunes? Je crois que ça existe plus, hein, Il existe, je crois qu'ici il existe sur les Mac, mais ils l'ont tué sur les téléphones, mais il existe encore sur les Mac. Mais bon, bref, voilà. Quoi qu'il en soit, soutenez-nous, ça nous aide, parce que c'est le principe, tout simplement. Le fils de Pan, scénarisé, dessiné et colorisé par Fabrizio Dori chez Sarbacane pour 28 €. C'est une suite, hein. Comment s'appelait le premier qu'on avait lu déjà? Le Dieu vagabond. Le Dieu vagabond, merci. C'est fort, hein? Oui, pour autant. Je crois que c'est ton métier. Une suite, pour autant, ça peut se lire sans. Hein. Oui. Exactement. C'est exactement ce que je vais dire. Tu as fait ma chronique. Bon, merci Thierry, Voilà, c'était on très s'arrête là. intéressant. Allez, suivant. D'ailleurs, c'est à toi pour la suite. Alors, justement, on va suivre la fille de l'un des personnages du vagabond. Puisqu'on retrouve donc Zoé, qui est cadre supérieur dans une grosse entreprise italienne. Elle est là pour mettre de l'ordre dans cette entreprise. Elle est totalement contre le fric et extrêmement cartésienne. Et elle ne comprend pas quelle mouche a piqué son père, qui, d'après ce qu'elle a pu lire dans son journal intime, est parti en voyage avec un certain Eustace, donc qu'on a croisé dans le premier tome, et son père était le petit vieux dans le Dieu vagabond. Et donc ce prétendu satyre qui a été déchu de la cour de Dionysos, le dieu de l'ivresse, donc il se retrouve là par la faute de tous ses méfaits. Il est un petit peu coincé. Mais le paternel, donc le petit vieux, n'a pas perdu la boule, totalement en tout cas. Eustace existe bel et bien, et il est perdu dans le monde des mortels, plus précisément dans un bois glacial où il s'ennuie à mourir, en attendant que ses chers amis endormis, donc la grande cavalcade là autour de Dionysos, se réveillent, reviennent à la vie, car pour l'instant ils sont perdus au fond d'un lac et ils attendent que le monde autour d'eux soit de nouveau opérationnel pour leur petite frasque. Mais une surprise toute particulière va le sortir de sa torpeur à ce Eustace,
Séléné, la déesse de la lune, lui envoie son rejeton. Rejeton qu'elle a eu avec Pan, d'où le fils de Pan, le titre. Et notre petit blondinet, là, un petit satyre, lui aussi avec des petites cornes, comme Stis, la mission de Stis, ça va être de l'aider à trouver sa place sur Terre, dans le cosmos, de trouver sa spécialité de Dieu. Quand ils naissent, ils n'ont pas forcément toujours tout leur pouvoir, et là, il va falloir que Stis l'aide à tout ça. Donc, il n'en croit pas ses oreilles, Pan et Séléné, eux, s'envoient en l'air, s'offrent du bon temps, et c'est lui qui doit s'occuper de l'éducation de l'enfant pendant que les parents continuent de batifoler gentiment. Il n'a pas envie de gérer tout ça. Donc pas question pour lui de jouer les babysitters. Et tout ce qu'il trouve à faire, c'est d'aller voir un autre dieu, en l'occurrence une autre déesse, majeure cette fois-ci, pas majeure en âge, mais un dieu majeur, pour lui donner l'autorisation de s'affranchir de cette mission dont il n'a pas du tout envie. Et donc tout ça va le mener dans tout un tas de péripéties, d'autant plus qu'il va apprendre qu'entre-temps, sa tête a été mise à prix par les dieux. Comme dans le premier tome, Fabrizio Dori nous balade avec douceur, avec poésie, avec gentillesse, dans une aventure totalement surréaliste et extrêmement poétique. Les personnages mythologiques se baladent dans le monde réel. Ils s'étonnent du fonctionnement des êtres humains, de leurs inventions, des voitures qui restent coincées dans des bouchons, soi-disant pour aller plus vite, des gens scotchés à leur smartphone et en sont totalement dépendants. Mais bon, toute la poésie, tout le fantastique qui font l'apanage de Fabrizio Dori sont toujours là dans ce deuxième tome. Parfois, simplement au détour d'une rue, on va pouvoir rentrer dans le monde mythologique ou par une petite porte dans les égouts. Donc on explore une ville souterraine, une usine dans laquelle les machines se sont rebellées, on croise un enfant dont la mère n'est autre que la lune, le chef du syndicat des clochards ou encore un minotaure qui est devenu chasseur de primes. Le personnage de Zoé, donc la fille du petit vieux, est également très réussi entre ses certitudes cartésiennes et ses crises totalement de folle dingote. On a une narration qui est très soignée, qui alterne les flashbacks et le temps présent. Un roman graphique qui nous interroge sur des sujets importants, comme l'accomplissement de soi, l'acceptation de l'inconnu ou le besoin de tout contrôler. Fabrizio Dori parsème son aventure d'une sorte de chapitrage qui ponctue les séquences d'astuces de découpage, etc. Pour parfois faire évoluer des personnages à l'intérieur de la même case. La narration pourrait parfois être qualifiée de joyeux bazar, parce que l'auteur donne le sentiment d'écrire un petit peu en avançant, c'est aussi ce qui donne du dynamisme, mais au final on aime bien s'y perdre, on aime bien se laisser porter par tout ça, on est quand même dans le domaine de l'onirisme et de la mythologie, donc on accepte ça bien volontiers. Le voyage est tout aussi bien visuel, les dessins sont somptueux, sont réalisés à la palette graphique, pour information. Même si ça n'y ressemble pas forcément. Ça peut se lire d'une traite, ça peut se lire assez rapidement malgré le nombre de 224 pages. Et on aura même tout intérêt à s'arrêter de temps en temps pour profiter de la beauté des dessins et des planches. Des influences de peintres, bien évidemment, Klimt, Mondrian, Delaunay. Mais aussi un peu de Winsor McCay dans le traitement du petit garçon, on dirait un peu Little Nemo. On pourrait terminer en parlant de la qualité de l'édition. Parce que là encore, c'est comme pour le premier tome, on est sur une édition d'eau toilée avec une très jolie couverture, une belle qualité de papier et des couleurs qui sont extrêmement bien rendues également. Bref, Dori a eu du temps, presque 4 ans je crois entre les deux bouquins. 4 ans tout ça. Et il me semble. Et donc j'espère qu'on n'attendra pas autant pour le troisième tome. Moi, j'espère pour lui qu'il a fait autre chose pour manger. Quand même. Et surtout, l'éditeur lui a laissé du temps pour faire ce travail et c'est un beau travail. Merci Monsieur Dori. C'est la question que je me pose. C'est pas une traduction, c'est Sarbacane qui est éditeur à la base. Je vais regarder. Non, c'est de Sarbacane. Parce que c'est une traduction, mais est-ce que c'est Sarbacane Thio, je sais que toi tu l'as commencé, donc tu as lu un tiers à peu près. Ouais. Donc je vais demander rapidement ton avis, parce que en gros, si t'étais un peu tombé des mains, j'ai cru comprendre. Le Dieu Vagabond, déjà, je crois. Parution le 2 janvier 2019, le Dieu Vagabond. Alors, le Dieu Vagabond, déjà, m'avait pas, il me semble, de mémoire, ça m'avait pas follement emballé. Ouais. Là, le fils de Pan, ne sachant même pas que c'était la suite, c'est en fait, en commençant à le lire, je fais, mais Ça me dit quelque chose. ça me dit quelque chose quand même. Je l'ai pas déjà lu ça il y a 3 ans. Ouais, en fait, c'était pas rouge. Il était pas rouge. Jaune et vert. Jaune et vert. Ouais, Le dos toilé était jaune.
Bon, donc du coup non, franchement, j'ai pas accroché et donc à la 100e page, j'ai dit que c'était mon joker de l'émission, que je n'irai pas au bout. C'est quand même beau. Enfin, moi, je l'ai juste vu de loin, feuilleté Voilà, de loin. voilà. C'est beau, quoi. Les coups de cœur qui vont sauter. Voilà, Guillaume. Alors, pour le coup, Excuse-moi, Guillaume, Pardon. il n'y a pas de nom coup de cœur. Je l'ai pas lu. Non, Donc non, mais je comprends. tu peux mettre, je Non, mais ne je compte pas. Non, mais ok. Voilà, c'est pratique. Je ne compte pas. donc pour le coup, moi j'ai pas lu Le Dieu vagabond, c'est pour ça que je me suis permis d'intervenir en disant qu'on peut tout à fait le lire sans avoir lu l'autre. Absolument. Ça m'a pas vraiment gêné en fait. Je le savais que c'était la suite, mais Bon, c'est juste pour accrocher les wagons et voilà. la partie En fait, Dionysos si est tu mieux sais, expliquée dans si le tu premier. sais pas, c'est pas gênant. Ça, il y a pas vraiment d'éléments en fait, parce que de toute façon, le seul lien c'est le petit vieux, et puis finalement, au fur et à mesure de l'histoire, on raccroche les wagons, on nous explique, on comprend, on a tous les éléments nécessaires à la compréhension de celui-là, donc c'est pas gênant. C'est un bouquin qui fonctionne très bien tout seul. Alors, moi, j'ai plus de mal avec ce genre d'univers graphique. C'est juste une question de goût personnel, en fait. C'est pas que ce soit bien ou que ce soit mal. C'est juste que c'est moins ma tasse de thé à moi. C'est sympa, mais sans plus. J'ai un peu du mal, notamment avec les pages où ça va partir un peu en mode, comme tu disais, un peu brouillon, un peu psychédélique. Ça va un peu dans tous les sens. C'est pas trop ma tasse de thé. Pour autant, ça a pas gêné la lecture. C'était un peu surprenant au début, et puis finalement, tu te laisses bien emporter dans l'histoire. Moi, j'ai passé un agréable moment. J'ai trouvé ça vachement bien. Voilà, je pense que c'est un livre qui vaut le détour, ça vaut le coup d'œil, que ça mérite d'être lu à partir du moment où on a envie d'une histoire un petit peu étrange, un petit peu qui va vous amener à vous poser quelques questions, et si vous avez envie de vous marrer à suivre l'histoire d'un personnage un peu rocambolesque et plutôt sympa et attachant, franchement auto-centré, en tout cas de prime abord. C'est ça que je trouve rigolo, en fait, c'est qu'il arrête pas de dire qu'il en a rien à foutre de tout le monde et qu'il en veut la terre entière, et que franchement avant c'était mieux, parce qu'en plus lui il faisait partie de la cour de Dionysos. Avant c'était mieux, on pouvait se bourrer la gueule voilà, toute la journée. Et au final, il a beau dire et beau faire, en fait il continue à aider les gens. Donc c'est marrant, il est attachant. Juste une question, c'est toujours aussi référencé d'un point de vue du monde artistique, C'est comme dans le premier, mais peut-être même encore plus, je trouve, dans celui-là. Il y a de l'art nouveau, de l'art déco, du moucha, voilà. C'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé dans le premier, C'est assez impressionnant graphiquement que je n'ai pas lu, donc celui-là. Moi, je me suis vraiment régalé. Et voilà, le petit chapitrage permet de passer d'un univers à l'autre ou d'un moment à l'autre, et c'est vraiment très bien foutu, et je suis persuadé qu'en plus j'ai dû rater tout un tas de références artistiques au milieu, dans le traitement graphique de certains personnages. Athéna, c'est assez flagrant, mais pour tout un tas d'autres, que ce soit le Minotaure ou que ce soit l'espèce de clochard, je suis persuadé qu'il y a des références derrière que j'ai pas forcément pointées. Ok, donc ça a l'air d'être un coup de cœur pour Ti. Est-ce que toi tu irais jusque-là, Guillaume, ou pas? Je sais pas, honnêtement. C'est aussi. En fait, c'est la peur qui le fait parler là. C'est la peur. Il sait qu'il a qu'une roue de secours dans la voiture et pas. Si tu sais pas, ça veut dire que non. Tu vois, je l'ai bien aimé, mais il m'a pas transcendé, donc j'irai peut-être pas jusqu'au coup de cœur, en fait. Ok, donc Le Fils de Pan de Fabrizio Dori, un livre intriguant, intéressant et qui a l'air très très beau. Écoutez-moi. Voilà. Écoutez la voix de Ti. Écoutez-moi. Surtout que celui-là, je l'ai pas lu, et que peut-être que moi, je crois que j'avais mis un coup de cœur sur le précédent. Et c'est plutôt mon genre de trip. Voilà, Fils de Pan, Fabrizio Dori, chez Sarbacane pour 28 €. L'ombre des lumières, un tome 1, scénarisé par Alain Hérol, dessiné et colorisé par Richard Guérino. Alain Hérol est toujours très attendu pour ce qu'il écrit, parce qu'il écrit très bien. Alors, Guillaume. justement, moi je vais commencer par un petit truc. La petite jaquette en balle, t'as plu. Ouais, non, alors déjà je déteste les bandeaux parce que c'est l'horreur à ranger dans les étagères, c'est super chiant. Et là je trouve que pour le coup, c'était pas forcément lui rendre un super service que de mettre les Indes fourbes en gros. Parce que ça n'a définitivement rien à voir, c'est des univers complètement différents, tant au niveau scénario qu'au niveau graphique. Du coup, si tu dis ouais, les Indes fourbes que tu ouvres, en fait tu poses. Ce qui est con, parce que c'est quand même un bouquin, je trouve, pas si mal. Même si apparemment il n'a pas remporté l'unanimité.
Donc je triche, je vous relis le pitch derrière parce que je l'ai un peu oublié depuis le temps. C'est surtout. Non, mon mais problème t'emmerdes de pas, prénom. le met à la caméra, laisse tomber. Donc Il y a des voilà. gens qui écoutent et qui regardent pas. Alors, donc on va suivre à travers la correspondance du chevalier de Saint-Sauveur. Donc c'est ça qui m'intéressait parce que je retiens pas les noms. À travers sa correspondance, donc qui a été retrouvée dans un vieux secrétaire. Alain Hérol donc a récupéré ça et met en scène la vie de ce noble du XVIIIe siècle, donc libertin. Enfin voilà, je vous laisse imaginer, ça répond assez aux clichés qu'on a sur l'époque. Et donc voilà, ce monsieur est comment dire, exactement tout ce qu'on vomit et tout ce qu'on exècre chez un homme maintenant. Voilà, c'est à peu de choses près. Je pense que c'est une description pas trop mal. Hein, voilà. Oui, ça colle. Tu vois, au dos, il parle de turpitude, C'est le principe, d'infâme libertin, de persévérance dans le mal et la constance dans les infortunes. Tu vois, On voit que c'est Erol qui l'écrit quand même. Ouais, hein, c'est bien. Parce que c'est, il y a des mots intelligents et tout qu'on alors, connaît pas. il a une Ouais. petite conclusion quand même. La publication de ces lettres participera, espérons-le, au triomphe de la vertu. Oui, parce que là, la vertu, on n'y est pas du tout. Sauf si on part du principe que exceller dans dans son domaine et atteindre les objectifs qu'on s'est fixés est une vertu. Alors oui, c'est quelqu'un de très vertueux. Il est obstiné. Oui, il est très très obstiné. Voilà, on l'aura compris, c'est donc un homme qui a vécu au XVIIIe siècle, qui était libertin, qui avait la fâcheuse manie notamment de prendre des petits paris à base de celle-ci j'arriverai à la mettre dans mon lit, quitte à détruire le couple. D'ailleurs, si on détruit le couple, c'est vachement plus amusant. Enfin, ce genre Un de jeu bonus. malsain et désagréable à vivre pour les victimes, et qui en plus, en fait, quand on regarde un petit peu et qu'on creuse un peu, l'amuse pas vraiment finalement. Ça rend le truc d'autant plus débile et écœurant et à vomir. Un petit côté un peu liaison dangereuse, même si dans les liaisons dangereuses, ils ont un côté beaucoup plus humain. C'est-à-dire que, enfin voilà, dans cet album, on se pose vraiment la question de savoir si on peut qualifier cet homme-là d'être humain. Et donc, on va suivre ce personnage à travers ses pérégrinations. Et celui-ci, le tome 1, s'appelle quand même L'ennemi du genre humain. Il n'est pas trop mal titré. Euh, Et apparemment, c'est prévu en 3 tomes. Donc j'attends de voir la suite. Parce que je trouve ça quand même bien écrit. Parce que malgré tout, c'est Alain Hérol. Et que j'aime beaucoup sa façon d'écrire. Et notamment sa façon d'utiliser les mots. Oui. Voilà. Alors, pour la petite histoire, ce bouquin, quand je l'ai lu, il m'a foutu en rogne. Et après l'avoir fini et l'avoir posé, j'ai dit en fait, je le déteste, il est nul. Ah oui. Ah ouais, il m'a vraiment, enfin, ce mec m'a vraiment foutu en rogne. Pour de vrai, j'ai dit, je le hais, je le déteste. Ce bouquin est nul, ça vaut rien. C'est pas possible qu'il ait écrit ça. C'est vraiment trop nul. Et en fait, une fois que la colère est passée, tu vois, j'ai réfléchi un petit peu au problème. Et finalement, c'est pas tellement le bouquin en lui-même que j'ai trouvé nul. C'est juste que ce mec, comme je l'ai dit en début, m'a vraiment foutu en rogne. C'est l'exemple type de tout ce qu'on on a pu reprocher aux hommes à travers tous les âges, et notamment de la part des féministes, tu vois, et tout ce qu'on essaye de casser dans la sale image qu'on peut avoir, eh ben, il est là, c'est lui, et il m'a foutu en rogne, quoi. Il est exactement tout ce qu'on vomit et tout ce qu'on exècre maintenant. Donc voilà. Et du coup, Attends, il y a la prochaine BD pour te vider encore. Hein. ouais. Et pour le coup, je me dis que voilà, finalement, c'est quand même plutôt bien d'avoir réussi à me faire ressentir ces émotions-là, juste avec un peu d'encre et de couleurs et de dessins et de mots. Et je le trouve quand même bien foutu, bien écrit. Après, le dessin est plutôt dans du classique franco-belge. En réaliste et enfin je trouve que ça fonctionne bien, je trouve ça bien gratté globalement, et enfin voilà, pour moi finalement le bouquin en lui-même est plutôt bien, c'est juste que voilà, ce personnage est vraiment exécrable, et d'ailleurs c'est comme ça que je le vends moi en librairie. Je dis voilà, j'ai détesté ce bouquin, il est trop bien, prenez-le. Ça marche?
Une fois sur deux. C'est pas mal. Non, Ça parce que du coup, d'auto-transformation. en tout cas, ça me permet d'accrocher effectivement la curiosité des gens. Et après, ça marche quand le sujet intéresse les personnes. Et quand les personnes n'ont pas envie de lire ce genre de choses qui les énervent, fatalement, ça ne marche pas. Mais pour autant, voilà, pour moi, ça reste une très bonne BD qui, à défaut d'être achetée, mérite d'être lue. Parce que, comme je vous dis, je peux comprendre qu'on n'ait pas envie d'avoir ça dans sa bibliothèque. Et pour autant, enfin voilà, je trouve c'est vraiment un bon travail, quoi. Voilà. Thio. Rien de plus. Je suis Tout d'accord pareil. avec toi. Tout pareil. Une bonne description. C'est bon, j'ai enlevé la tâche, c'est bon. Ouais. J'ai fait le ménage, monsieur, c'est bon. Une bonne description. C'est clair que le personnage est exécrable, mais en même temps, tu as envie de savoir ce qu'il va faire et tout ce qu'il va faire. Ouais, et puis t'espères qu'il s'en tirera pas, salaud. C'est ça, tu te dis, parce que tu te dis, justement, tu vois, le karma, est-ce qu'à un moment donné, le karma va le. Donc, forcément, tu as envie de lire la suite pour se dire, est-ce qu'il va quand même se manger un bon retour de bâton ou pas? Alors, il y a quand même déjà quelques moments où sa vie est un peu moins facile, même si c'est un vrai connard, mais sa vie, des fois, voilà, commence à avoir un petit peu de difficulté par moment. Ouais, mais c'est pas assez. C'est pas suffisant, certes, mais Il c'est un faut début. qu'il passe à la caisse, je suis Moi, désolé. je pense que s'ils sont très très forts, ils nous font croire que ça va tourner mal pour lui, mais en fait, non. Dans le tome 2, il va y avoir un retournement de situation et ça va être des connards. Ouais. Non, voilà, non, enfin, c'est superbement écrit, moi, je trouve. Et, pour le dessin, il y a des moments où j'ai trouvé que c'était un peu dommage, parce qu'en fait, tous les personnages masculins, je trouve, ont un vrai visage avec du caractère. Et j'ai trouvé que les 2-3 personnages féminins qu'on nous montre à des moments, qui sont en fait les futures conquêtes de Sauveur, sont finalement, je trouve, un petit peu en dessous au niveau du dessin du visage. Moi, c'est un truc qui m'a choqué. Après, peut-être que c'était justement pour... elles sont plus simples, peut-être pour montrer plus de l'innocence, ou peut-être justement... Honnêtement, j'ai pas relevé, j'ai pas fait attention. Mais Mais voilà, s'il nous entend, j'ai une pirouette à lui proposer. C'est justement parce qu'il ne leur accorde aucune importance qu'elles sont très fadasses et qu'on les voit pas. peut-être. Mais non, mais voilà, c'est peut-être que je dis, c'est peut-être... Elles ne sont que de passage. elles ne C'est sont ça. que de passage. Peut-être, tout à fait. Je sais pas s'il a fait exprès, mais c'est peut-être ça. En tout cas, si tu la veux, je te la donne, prends-la. Ouais, très envie de savoir ce que va faire cet horrible personnage. Une petite facilité sur un petit retournement de situation qui est en cours de route qu'on peut deviner, en tout cas moi ça m'est arrivé, mais qui fait qu'on a quand même envie de savoir comment ça va se passer. Ça marche bien, et moi voilà, c'est le fait de se dire que il y a des trucs qui nous montrent que peut-être que ça va un peu plus mal se passer pour lui dans l'avenir, et on a envie de savoir si ça va mal se passer pour lui, parce que c'est un gros connard. Mais c'est surtout, c'est ce que j'admire toujours chez Alain Hérol, c'est son sens du phrasé, cette façon d'écrire qu'il a, qui est magnifique, qui arrive à faire une sorte de vieux français, mais tout à la fois moderne dans le traitement, et ça marche bien, quoi. C'est élégant. Voilà, il arrive à user d'élégance pour parler pour parler de laideur. Et quelque part, voilà, il est très fort, cet Alain Hérol. J'attends beaucoup de la suite au niveau de ce tome. Pour faire simple, de mon côté, ce serait une espèce de spin-off des Liaisons dangereuses. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur cette ambiance avec des héros qui sont absolument détestables, qui intriguent à la cour, qui se débrouillent pour récupérer de l'influence, de l'argent, du pognon, avec des jeux qui sont extrêmement malsains. C'est un peu ridicule aussi. Et ridicule, on fonctionne sur le même principe. Mais par contre, il y a un moment où on arrive à les aimer détester dans les Liaisons dangereuses, et là, il n'y a que la détestation. Je trouve que c'est ce qui crée une différence assez notable. Voilà. Après, j'aurais aimé peut-être un style graphique différent. C'est convenu d'utiliser ce style graphique-là pour cette histoire-là. J'aurais peut-être aimé un traitement graphique radicalement différent pour peut-être amener autre chose. Voilà. Mais c'est vraiment purement personnel. D'ailleurs, c'est vrai qu'on parle de Saint-Sauveur, on parle du fait que c'est un immonde connard, machin, bref. Ceci dit, ses fréquentations, et notamment la femme avec qui il fait ses jeux et ses paris, c'est une belle connasse aussi. Hein, tout le monde en prend pour son grade. Oui, quoi. il est bien entouré. Voilà, c'est pas les hommes sur la potence, non, c'est les connards sur la potence. Exactement. Voilà. Après, c'est des gens qui l'oisiveté est mère de tous les vices. On voici un. Voilà.
Ok, eh bien, nous allons passer à notre dernière partie. Aurais-je eu un bon jingle? Je ne sais pas, j'ai fait n'importe quoi pour ça. Un œil sûr. Donjon et Chaton. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est vraiment ouais, on a moi. changé. Ouais, c'est vraiment toi. On a changé le programme d'un moment. J'avais une proposition qui était un peu par dépit et tu nous as rappelé que tu nous avais parlé d'un truc et ça a l'air vachement bien. Donc vas-y, je t'en prie. Alors, Donjons et Chatons, c'est un petit jeu de rôle qui a été acheté et traduit par les studios Dead Crow. Et donc, ben voilà, on est dans un monde mignon, parce que c'est des chatons, donc c'est mignon. D'ailleurs, le jeu est basé sur 3 caractéristiques, costaud, malin et mignon. Mignon. Voilà, c'est mignon. Ça, c'est tout mis en mignon. C'est important, c'est mignon. Et en fait, voilà, on est dans une ambiance un peu médiévale. C'est une société à tendance médiévale. Il y a un peu de fantastique quand même, parce que la magie existe. Pas la magie, la Miyagi, évidemment. Avec des petits sorts tout mignons. Il y a même une école de Miyagi. Voilà. Et donc, ce monde-là est ambiance donc médiévale, mais finalement post-apocalyptique, puisque en vrai, on se rend compte très très rapidement dans l'histoire que il y a des restes de l'ancienne civilisation des grands tout nus. Oui, c'est nous les grands tout nus, parce que nous on n'avait pas de poils, donc on était tout nus. Et suite à ce qu'ils ils savent pas en fait, les chatons, les animaux ne savent pas ce qui s'est passé. C'est pas tellement décrit, mais les grands tout nus ont disparu et du coup eux, ils en ont profité pour s'élever un petit peu. Donc ils ont commencé à se mettre sur leur partie arrière, à parler, etc. Et donc des sociétés se sont montées, et notamment la société des chats, dirigée par le tyran Walter. Le roi Walter est un tyran. Vous prenez une caricature de roi obèse, con, stupide, méchant, et tout ça gratuitement. Ben voilà, vous avez un bon roi Walter. C'est Geoffrey, mais en obèse, en fait. Non, Geoffrey est vraiment méchant. Lui, il est juste con. Ah. Ok. Et bref, voilà, la tradition veut que faudrait pas qu'il y ait trop de chatons qui puissent menacer son trône. Donc, de façon arbitraire, tous les ans, à la même période, il y a des chatons qui sont bannis du royaume, sous des prétextes plus ou moins vaseux. Voilà. Et donc, vous allez incarner un de ces fameux chatons qui a été banni du royaume. Et donc, vous partez à l'aventure. Et l'idée, c'est d'essayer de comprendre le monde, de découvrir, et peut-être même d'arriver à revenir à la capitale du royaume des chats, donc l'Arbre à chat, puisque c'est le nom de la capitale. Et voilà, donc tout le jeu est fait. Normalement, quand tu mets un arbre à chat, les chats ils vont pas dessus. Et ça dépend des chats. Ah d'accord. Aussi énervant que ça puisse être, les miens n'y vont pas, j'en connais qui y vont. Voilà. Mais jamais les tiens. Mais jamais les miens. Peut-être éventuellement chez les autres, juste pour me faire chier jusqu'au bout, tu vois. Si tu l'enlèves, ils vont te le réclamer. Non plus. Non, il le réclame pas, il défonce autre chose. C'est des chats quoi. C'est ça. Et donc, voilà, tout est fait pour faire mignon. C'est très très important, c'est mignon. Il y a 2 systèmes de combat, sachant que il y a 2 systèmes. Non, le système de jeu en lui-même est le même pour tout. C'est juste que vous avez 2 types de combats. Vous avez ce qu'on appelle le combat de crocs. Et alors le combat de crocs consiste à, parce qu'on est dans un monde mignon et qu'en plus les sociétés sont jeunes, donc il faut éviter qu'il y ait trop de morts. Donc ça consiste à faire péter la honte à l'autre, à feuler, à menacer. C'est ça, c'est à base de toute façon t'es trop nul, et puis en plus tu vois toutes les phrases pourries qu'on vous sortait à l'époque, la bave du Là, on peut les crapaud sortir, n'atteint c'est pas la cool. blanche colombe, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et en fait vous allez passer des moments de roleplay complètement aberrants, absurdes et super rigolos, à vous balancer des fions mignons, s'il vous plaît, à la gueule, pour faire baisser les points de cœur de votre ennemi à 0, et une fois qu'il atteint 0, il lève les pattes, il met la queue entre les jambes, ça va, c'est bon, j'ai perdu, et il s'en va. Et la querelle est réglée, c'est communément admis. Il faut le jouer, ça aussi? Ouais. Sinon, c'est pas drôle. Et donc, voilà, vous allez faire ça. Pour autant, il reste quelques animaux qui n'ont pas évolué, des prédateurs, etc. Et vous pouvez vous retrouver en situation de querelle de griffes, où là, c'est carrément les coups de patte et les coups d'épée ou de marteau qui partent. Et là, vous pouvez effectivement mourir.
Et donc, voilà, vous partez en mode mignon à l'aventure, en étant mignon, en résolvant des énigmes mignonnes, et vous faites des trucs mignons. Et écoute, j'ai maîtrisé déjà 3 tables à ce jeu. J'ai beaucoup rigolé, et aussi étrange que... Enfin, avec du recul, non, c'est pas étrange, c'est normal, mais je m'y attendais pas au premier abord. La table où j'ai le plus rigolé, c'était la table où j'avais que des adultes. Parce que en termes de roleplay, c'est parti dans tous les sens, c'est devenu n'importe quoi, on a beaucoup rigolé. On a passé la soirée à parler en Mia avec des petites voix mignonnes. Et j'ai eu des chats et des cheveux et des Mia de partout. Le scénar a avancé un peu quand même. Oui, mais j'en pouvais plus, c'était très drôle. Moi j'ai fait un jeu de rôle comme ça, à un moment donné, le scénar il avançait pas, je veux dire. Non, on a réussi, on est allé jusqu'au bout du scénario, mais j'ai beaucoup rigolé, c'était très marrant. Et eux aussi apparemment se sont beaucoup amusés, parce qu'on était vraiment dans le roleplay, et à partir du moment où tu acceptes le côté mignon, qui pas hyper réaliste du monde, tu peux beaucoup t'amuser. J'ai maîtrisé une table avec que des jeunes de 10 ans qui ont eu, rapport à l'ambiance autour, parce qu'on avait pas mal de bruit, ils ont eu un peu plus de mal à rentrer dedans. Mais pour autant, on s'est quand même pas mal amusé. Mais je pense que eux, en l'occurrence, ils auraient certainement préféré un bon vieux donjon ou un gob, Sproch. Là, pour le coup, c'est voilà. Donc, facile, efficace. C'est ça, on s'est bien amusé. Et la table que j'ai eue juste derrière était assez rigolote. C'était une famille avec une petite dédicace pour eux, parce que je me suis vraiment beaucoup marré là aussi. Parce qu'on a eu des choix de personnages pré-tirés assez rigolos. Et le papa là-dedans qui était mort de rire, et qu'à chaque fois qu'un de ses enfants se faisait un truc en disant ouais, on va faire ça, on fait ça. Et moi je fais comme ça et comme ça. Oui, mais tu es mignon. Et à chaque fois, il a insisté sur le mignon. Et à chaque fois, j'ai beaucoup rigolé. Donc voilà, un petit jeu très sympa à suivre, un crowdfunding qui s'est plutôt bien passé, puisqu'on a finalement eu les bouquins qui maintenant sont disponibles normalement dans les boutiques de jeux de rôle. Et dans certaines librairies de bande dessinée. Voilà, qui font aussi du jeu de rôle. Donc vous avez un écran qui est pas mal, un bouquin avec des règles assez simples, une explication du monde, et 3 scénarios en fin. Franchement, voilà, il y a de quoi bien s'amuser et bien se marrer. Et il y a un superbe teaser, parce que l'auteur original est un animateur. Oui. Qui est superbe, et je crois qu'il y a un projet de série télé en fait, pour de vrai. C'est possible. Ah oui, c'est un point. C'est aussi pour ça que je l'ai fait celui-là, indépendamment du nom, parce que voilà, Donjons et Dragons, Donjons et Chatons, tu fous des donjons, tu fous des chatons, oui, ça va marcher. Voilà. Il y a un autre truc qui m'a fait pledger ce projet, c'est que les illustrations sont juste géniales. Oui, c'est beau. C'est très très beau, c'est magnifique. C'est très dessin jeunesse, c'est très illustration jeunesse, mais c'est super mignon, ça fonctionne très bien. Si vous pouvez aller voir le teaser animé par l'auteur du jeu, c'est un petit bijou, c'est magnifique, ça donne vraiment très envie. Eh bien, merci Guillaume. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés pendant cette fantastique émission, comme toutes nos émissions, n'est-ce pas, et où nous avons parlé de bande dessinée, comme dans toutes nos émissions. Ouais, c'est ça. Sur ce, je vous dis au revoir. N'hésitez pas à aller sur lavoixdesbulles.fr pour avoir toutes les infos concernant ce qu'on fait. À nous suivre sur les réseaux sociaux. La BDRI, vous avez des réseaux sociaux, vous êtes juste sur votre site Non, un Facebook et un Insta. Facebook et un Insta, ok. Thio, il est sur la galerie de Mathieu, où il nous montre ses fantastiques dessins. Il y a eu quelques trucs pas mal ces derniers temps, je trouve. C'est sur les portraits de femmes en ce moment. Des au hasard. Ouais, ça voilà, c'est ça le talent. C'est aller chercher le heureux hasard. Toi, tu es au... Moi, je emmerde les réseaux sociaux. Ouais, tu le fais ça tellement bien. Je veux dire, voilà, si vous voulez emmerder les réseaux sociaux, suivez Isaac. Pas sur les réseaux sociaux. Que sur les trottoirs. Sur les trottoirs. Oui. Non. C'est gros dégueulasse. Sur les trottoirs d'Aiguille. Non, putain, tu donnes les infos, quoi. Ouais, ils peuvent te retrouver pas très facilement quand même. Ouais, c'est un peu... Ouais, là, je crois qu'on va aller trop loin. Je pense qu'il est grand temps de se dire au revoir et de se retrouver la semaine prochaine pour la nouvelle année. Parce que, oui, forcément, vu qu'on est le 25 décembre. Joyeux Noël! Ouais! Et on espère vraiment que vous aurez eu des chouettes cadeaux. On dit à très bientôt. Ciao! Et je peux, j'ai la barbe blanche. Ah ouais, tu peux. Des cadeaux bien lourds. Avec Joyeux Noël! Ciao tout le monde! Bonne fête à tous. Ciao! Bye bye. Ho, ho. Oh, oh, oh.
C'est un film.